Magali Villeneuve, je suis illustratrice science-fiction, fantasy et fantastique depuis longtemps maintenant, depuis 2006. C'est l'année où j'ai commencé mon activité et ça fait 12 ans maintenant que je travaille pour Magic également. Alors ça c'est toujours c'est la question piège. Parce qu'en réalité, pendant des années, et même des années après que j'ai commencé à travailler pour Magic, je ne jouais pas au jeu et je n'y comprenais rien. C'était vraiment quelque chose de très mystérieux pour moi. Et j'ai pu m'y mettre grâce à Arena. Arena, c'est formidable pour les néophytes comme moi, parce qu'il y a des tutoriels et surtout il y a un bot contre lequel on peut jouer quand on a peur de jouer contre de vrais humains. Donc grâce à Arena, j'ai appris à jouer enfin à Magic et donc à comprendre à peu près en substance ce que me racontaient les joueurs quand ils venaient faire signer leurs cartes. Et pour ce qui est de raconter comment j'en suis venue à travailler pour Magic, ben, assez simplement, c'est-à-dire que, comme vous avez pu le comprendre, j'ai commencé à travailler en illustratrice professionnelle en 2006, mais je n'ai commencé à travailler pour Magic il y a 12 ans. La raison en était que déjà à l'époque, le niveau d'entrée pour Magic était élevé. Ah ouais. Et pendant les premières années de ma carrière, j'estimais ne pas avoir un niveau suffisant pour prétendre à postuler là-bas. Et puis un jour, donc il y a 12 ans, je me suis lancée, et parce que ça faisait vraiment partie de mes rêves de travailler pour Magic, bien que je ne joue pas au jeu, mais je connaissais le jeu. Et surtout, je connaissais beaucoup d'illustrateurs qui travaillaient pour la licence, et des illustrateurs que j'admirais énormément. Et donc, voilà, il y a 12 ans, je me suis lancée et j'ai créé un portfolio spécifiquement pour démarcher chez eux. Portfolio que j'ai envoyé et j'ai été prise tout de suite et c'était merveilleux. Ben, j'ai fait, disons que chez Magic, on fait son chemin, c'est-à-dire que c'est petit à petit. Au départ, vous commencez, on va vous donner des cartes pas très significatives. Ma première carte, c'était les Vigiles de Mélétis dans la première extension Theros. Donc c'était il y a un moment de ça. Et donc au début, voilà, on vous teste sur des plus petites cartes, mais assez vite, comme j'étais très... j'avais un feeling, disons une facilité pour dessiner les humains. Assez vite, on a commencé à me donner des humains et j'ai eu ma première légendaire qui était Narset et mon premier Planeswalker qui était Narset aussi. Et voilà, petit à petit, ça s'est construit comme ça au fil des années où de plus en plus j'ai commencé. Alors j'ai eu, d'aucuns connaissent un petit peu l'ensemble des cartes que j'ai fait pour Magic. On voit assez vite que c'est beaucoup d'humanoïdes, hein, beaucoup de légendaires, beaucoup de Planeswalkers, mais tout simplement parce que j'ai pas demandé à ce que ce soit comme ça, c'est simplement ma faculté à le faire qui les a motivés à me donner ces cartes-là, quoi. Et donc le fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que il y a les joueurs, beaucoup de joueurs connaissent mon travail, et donc ça a créé cette espèce d'aura, mais en réalité, comme je dis toujours, dans Magic, c'est les dessins, c'est les cartes qui sont connues, c'est pas vraiment les illustrateurs en réalité, c'est les stars du jeu, c'est les cartes. Et c'est très bien comme ça, moi ça me va très bien. L'idée n'était pas de moi, c'est-à-dire qu'un jour j'ai été contactée donc par le directeur artistique qui s'occupait de ce set spécial avec les vitraux. Et il m'a proposé, il dit, je me rappelle le message, c'était quelque chose du genre une commande spéciale rien que pour toi. Et il me demandait si j'étais intéressée de faire, pour la première fois dans ma carrière Magic, des terrains de base, parce que je n'en avais jamais fait. Parce que, pour la même raison que je vous expliquais juste avant, c'est-à-dire que je suis meilleure en humain qu'en décor. Ce qui fait que généralement, on pense pas à moi en première intention pour faire une forêt, une montagne et tout. Mais comme pour Dominaria, c'était plus un concept qu'un vrai décor, et que je fais quand même des choses très détaillées, je suis assez douée en motifs et tout. J'avais déjà fait, je crois, des vitraux pour d'autres clients. Enfin, je sais plus trop parce que depuis, et je vais vous dire, depuis que j'ai fait ces terrains pour Dominaria, j'arrête plus de faire des vitraux. C'est-à-dire que tous mes clients derrière s'y sont mis. J'ai travaillé, donc je peux pas encore dire, c'est encore sous NDA, mais j'ai un de mes éditeurs pour lesquels je travaille de temps en temps. J'ai fait il y a 3 mois une couverture avec un gars
avec des vitraux. Ah ouais? Pour Donjons et Dragons, quand ils ont réédité les livres de Salvatore, pareil, Drizzt devant des vitraux. Il y a des vitraux tout le temps. Alors je sais pas si c'est les Dominaria qui a fait l'émulation, enfin, ou si c'était une coïncidence, enfin, c'est trop marrant. Et donc j'en reviens à mon histoire. Donc il m'envoie ce message avec cette commande spéciale et il m'explique, voilà, 5 terrains de base, on veut que ce soit le même illustrateur qui fasse les 5, c'est le principe de la série. Et donc en fait le pitch, le brief, c'était assez simplement les 5 terrains de base dans lesquels on reconnaisse des éléments iconiques de Dominaria. Et il fallait donner l'impression que c'était qu'on voyait sur la carte comme une fenêtre en vitrail à travers laquelle la lumière filtrait, enfin voilà, quoi, comme un vitrail d'église en réalité. Et donc j'ai fait ça. Alors ça a été un travail considérable parce que, enfin, regardez les dessins, enfin c'est un truc de fou. Oh là là, c'est-à-dire qu'entre la phase de crayonner, où on essaye de trouver la géométrie de tout ça, puis il faut se documenter un petit peu parce qu'un vitrail, c'est pas juste faire un truc géométrique, c'est ça, ça répond à certaines règles de comment les choses vont s'imbriquer. De comment les couleurs vont se correspondre, comment on utilise un petit peu les couleurs complémentaires pour en faire ressortir d'autres, comment on utilise l'obscurité pour faire ressortir la lumière, mettre un peu de texture, comprendre à quoi ressemblent les textures de verre, bon, parce qu'il y a souvent plein de textures sur un vitrail, enfin. Donc, entre le crayonné et réussir à trouver la colorisation finale, mais je pense honnêtement, chaque terrain a pris une 50aine d'heures. Donc 5 x 5 quoi en gros. Et alors c'était marrant parce que quand j'ai eu fini ce projet, moi j'étais partagée, c'est-à-dire que j'avais beaucoup travaillé, le client semblait très content, mais c'était tellement inhabituel par rapport à ce que je faisais. Et pour moi, je l'ai vraiment pris comme une grosse responsabilité. C'est des terrains de base, c'était une grosse série. Donc je me dis, oh, mais là, mais si les joueurs n'aiment pas, mais ça va être terrible parce que c'est Dominaria. Enfin, mais vraiment, j'ai vécu dans un suspense pas possible parce que bon, on fait les choses à peu près un an et demi à l'avance. On a le temps de cogiter, à se dire comment ça va être reçu. Et franchement, chose assez surprenante finalement, au-delà de tous mes Planeswalkers, au-delà de toutes mes légendaires, je crois que c'est ces terrains qui ont eu le plus gros retentissement auprès des joueurs au final. En fait, pour cela, je me fie aux statistiques bêtes et méchantes, c'est-à-dire le nombre de prints que j'ai pu vendre, le nombre de cartes que j'ai pu signer. C'était vraiment, mais ça a été une espèce de tsunami auquel je m'attendais pas du tout. Alors j'étais très soulagée parce que j'avais peur que les gens détestent, c'était un peu bizarre, c'était un peu spécial, c'était un peu conceptuel. Et finalement, c'est super cool à faire, c'est que c'est juste un travail... on a l'impression qu'on n'en sort pas. J'ai l'impression que ça ne se finit jamais. Et en plus, j'ai pas une technique rapide, moi. C'est-à-dire que j'ai des collègues à moi qui arrivent à produire leurs illustrations au moins moitié plus vite que moi. Moi, j'ai tendance à être très dans le détail. Il faut que ce soit très propre, il faut que ce soit... Puis en plus, j'ai un style quand même, les vitraux et les trucs un peu stylisés mis à part, mais c'est quand même assez réaliste. Et donc forcément, qui dit réaliste, ça prend du temps, quoi. C'est incompressible. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des projets, je vous dis, ça met un petit peu de temps quand on a un style et puis une exigence comme je peux l'avoir. Quand j'ai fait ma première carte pour Magic, j'étais quand même déjà très entraînée au TCG parce que j'avais déjà passé plusieurs années à travailler pour Fantasy Flight Games. Et alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un éditeur de jeux qui ont fait des jeux de cartes du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, de Star Wars, de Warhammer, etc. Ils en font toujours d'ailleurs, du reste. Ils sont très, très productifs. Et donc j'ai fait des centaines et des centaines d'illustrations pour eux sur énormément de licences différentes. Ce qui fait que l'exercice faire de l'illustration pour de la carte de jeu à collectionner, j'étais déjà très aguerrie. La seule différence, entre guillemets, c'était que c'était pour Magic, et donc l'enjeu était différent, parce que c'était quand même encore un niveau au-dessus, et j'avais envie de réussir. Donc c'est vrai que tout ce qui a été le travail en lui-même sur la carte, j'ai pas souvenir d'avoir particulièrement eu de difficultés à m'adapter. Je connaissais déjà bien le but du jeu. Puis avec Magic, on est quand même bien entraîné, enfin pas bien entraîné, on est bien guidé. On nous fournit des références, ils sont très clairs dans leurs demandes, donc ça c'est pas un souci. Le plus dur finalement,
c'était la sphère psychologique. C'était de se dire, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que je vais être à la hauteur? Mais après, pour tout le reste, c'était jamais qu'une illustration de plus. Je sens que ça va pas me revenir, mais enfin, en tout cas, je me souviens à l'époque, parce que certains illustrateurs ne travaillent plus aujourd'hui pour Magic, mais artistiquement, j'admirais beaucoup Michael Komark, beaucoup le travail de Thérèse Nielsen également, de Rebecca Haguet aussi, de Jason Chan, Darken aussi travaillait déjà, je crois, pour eux. Enfin, voilà, c'était vraiment des gens dont le style, enfin, ça me fascinait. Moi, je me sentais tellement petite par rapport à ça. Alors après, quand tu as cité des cartes, je suis vraiment nulle pour ça. Par exemple, moi, il y a une carte que j'adore. Je trouve, pour moi, c'est un peu la quintessence de Magic. Et en plus, c'est le deck que je préfère jouer. C'est le Niv-Mizzet Parrain. Alors, je ne connais que lui, mais je ne vais plus retrouver son nom. Et j'adore cette carte, et j'adore cette illustration, parce que pour moi, comme je vous disais, voilà, c'est la quintessence d'une illustration de carte pour Magic. C'est-à-dire que l'illustration est super belle, et en plus, elle est très expressive, et en plus, elle correspond drôlement bien à la mécanique. L'attitude du dragon sur cette carte, bonjour, je vais vous souffler dessus, et ça va faire mal. Cette carte, je la trouve merveilleuse, irremplaçable, et je la garderai pour toujours dans mon deck. J'en ai je ne sais pas combien d'exemplaires. Un petit peu plus, mais je suis vraiment au niveau nourrisson, hein. Il faut quand même être clair, parce que j'ai pas beaucoup d'opportunités de jouer. Et puis Magic, c'est quand même un jeu qui est très sophistiqué, donc il faut un peu de temps pour progresser, et il faut surtout avoir la possibilité de beaucoup s'entraîner. Mais avec des decks que je connais, qui sont pas des decks très élaborés, je pense que ça ferait un petit peu lever les yeux au ciel aux joueurs plus aguerris. Mais moi, c'est des decks assez simples que je joue. Mais voilà, avec un deck que je connais, je peux m'en sortir. Mais voilà, vous savez, je suis encore le type de joueur. Par exemple, j'ai un ami avec qui je joue de temps en temps. Et lui, c'est horrible, c'est-à-dire que il est tellement meilleur que moi, il arrive à prévoir ce que je vais faire, en fait. Il comprend à peu près mon deck, et il sait, ah là, tu vas sortir ça, c'est atroce de jouer avec des joueurs comme ça, parce que vous pouvez pas la leur faire, ils savent. Et justement, étonnamment, bien que j'ai toujours travaillé pour la fantasy, mais c'était volontaire de ma part. C'était vraiment, quand j'ai commencé ma carrière, les univers dans lesquels je voulais travailler. Mais bizarrement, c'est pas mes univers de prédilection pour ce qui va être de mes goûts personnels, que ce soit en termes de cinéma ou de littérature, de choses comme ça. Alors évidemment, hein, il y a des choses que j'aime, mais c'est des choses finalement assez isolées. Et justement, le fait que j'ai des influences un peu plus classiques, on va dire, je pense, c'est ce qui m'aide dans ma production en termes d'illustration, parce que ça me permet d'avoir un style à moi qui est assez détaché des modes de la fantaisie du moment, par exemple. Le but d'un illustrateur, c'est toujours un petit peu ça, c'est-à-dire c'est d'avoir quand même, de laisser transparaître sa personnalité, quand bien même on travaille pour des licences qui ont, voilà, un univers très marqué. L'univers Magic, il est quand même assez marqué, donc il faut qu'on s'y adapte un minimum, mais vous pouvez le remarquer dans Magic, il y a des illustrateurs de tout genre, et parfois des genres, je pense comme ça au débeauté à Dominique Meyer, qui va avoir un genre très stylisé, vraiment qui n'appartient qu'à lui, mais malgré tout, il a sa place dans Magic, parce que voilà, il a ses influences, il a sa personnalité, et je pense que c'est ce qui fait, par rapport à d'autres jeux de cartes à collectionner, selon moi, c'est une des grandes forces de Magic, c'est ça, c'est que je trouve qu'ils ont un niveau graphique, à mon sens, un poil plus élevé, et surtout une identité artistique beaucoup plus développée. Prenons des exemples de comparaison faciles. Lorcana ou Pokémon, par exemple. Il est clair que dans ces jeux-là, il ne faut pas que les illustrateurs s'expriment de façon trop personnelle. Il faut que tout se ressemble, à peu près. Il faut vraiment que les illustrateurs s'effacent au maximum derrière la demande, pour que tout le jeu, on a presque l'impression que tout a été dessiné par la même personne, en fait. Dans Magic, c'est pas du tout ça. En ça, ils sont quand même
ils font partie de ceux qui sont assez uniques, et en tout cas précurseurs, parce qu'avant Magic, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça comme ça, a vraiment laissé la porte ouverte à des illustrateurs de tous horizons, de toutes influences et de toutes générations également. Et ça, je trouve que c'est vraiment... moi, c'était d'ailleurs une des raisons essentielles pour lesquelles je voulais travailler pour Magic, c'est que j'avais la sensation que j'allais pas juste travailler pour une grosse licence, c'est que j'allais travailler dans une licence où il allait y avoir un domaine, enfin comment dire, une possibilité de création assez large. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va travailler sur une vague, parce que ça marche par vague, il y a une vague toutes les 6 semaines, et l'extension change en général de vague en vague. Et donc quand on va travailler sur tel univers de Magic, on va recevoir un gros guide stylistique. Alors avant les premières années où je travaillais, ils étaient encore sur papier, c'était trop bien. Donc voilà, 300-350 pages de référence, qui en fait c'est un travail de concept art qui a été réalisé en amont pour définir l'esthétique et la personnalité du set, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence, quoi. C'est-à-dire que si vous dessinez, pour faire simple, si vous dessinez Jace, il faut qu'il soit toujours habillé pareil, sinon c'est bizarre, quoi. Oui. Voilà. Au moins ça. Après, voilà, c'est-à-dire dans cette contrainte-là, c'est-à-dire la contrainte de la cohérence, du type d'architecture, du type de costume, des armes, des props, des choses comme ça, dans cette voilà, dans cette contrainte-là, nous on peut quand même apporter quelque chose, notre style, notre façon d'aborder le truc. Alors c'est difficile à expliquer parce que c'est finalement subtil, quoi. Hein, mais en tant qu'artiste, voilà, on ressent que quand même, on nous laisse des fois avoir des partis pris un petit peu particuliers, même des fois s'éloigner un peu du brief. Pour vous donner un exemple, il y avait la dernière Thalia en date que j'ai faite. Donc c'est Gardienne de Traben, mais il y en a eu plusieurs des Gardiennes de Traben, donc ça ne nous dit pas grand-chose. C'était pour l'extension Crimson Vow. C'est une Thalia qui était devant une fenêtre, encore une fois, je suis abonnée aux fenêtres, avec des mains de zombies derrière comme ça. Mais ça, c'était pas le brief à la base. Le brief à la base, c'était de montrer Thalia entourée par des zombies, prête à les attaquer. C'est pas vraiment ce que montre la carte là, quand même. C'est un petit peu différent. On sent la menace des zombies, on sent qu'elle est prête à en découdre, mais elle est là, ils sont pas autour d'elle. Elle est là, elle regarde le spectateur et elle parle au spectateur plus, en fait. Et donc ça vous donne, je trouve, un bon exemple du type de liberté, parce que au final, le directeur artistique était tout à fait content du truc, et il n'a pas eu... Vous voyez, c'est pas des directeurs artistiques qui vont vous dire « Ah non, c'est-à-dire qu'ils savent à peu près cerner si ça correspond encore à la mécanique de la carte. Et à partir du moment où ce cahier des charges-là est rempli, ils nous laissent quand même un petit peu parfois partir dans notre truc. » Parce qu'en fait, je suis pas... Encore une fois, je pense que c'est une question d'influence. J'aime plus les choses subtiles et non dites que les trucs montrés de façon un petit peu brute de décoffrage. Alors évidemment, l'illustration est moins épique qu'elle l'aurait été si l'artiste avait fait quelque chose de plus badass, scène de combat. Mais pour moi, ça, c'est finalement plus classique. J'aimais bien l'idée que, à partir de l'illustration, le joueur puisse imaginer des choses plutôt que de lui livrer la scène toute cuite comme ça, toute faite là. On est presque, si vous voulez, il y a quelque chose qui est imminent. À un moment donné, les vampires, ils vont finir par... Pas les vampires, les zombies, ils vont finir par la briser, cette fenêtre. Il y a cette espèce de menace-là, en fait. Et donc, on peut imaginer le personnage seul, parce que le fait qu'elle soit très... dans cet environnement très dark, comme ça, un petit peu désolé, un petit peu déchiré au niveau des drapés et tout, on se dit oh là là, c'est dur, elle est toute seule face à cette menace qui est juste derrière elle. Ils sont juste derrière elle, mais elle est voilà, sans peur, quoi. Et donc je trouvais que ça c'était peut-être un poil plus dense en termes d'imaginaire que juste une scène de combat. Se laisser la possibilité que ça développe ça.
Parce qu'il y a une autre tentation en parallèle, c'est celle de vraiment devenir juste un exécutant, parce que, bon, ben, malgré tout, on n'a pas un temps infini pour faire les cartes, on a des deadlines, il y a la deadline du crayonné, et après il y a la deadline de la couleur, et il faut pas être en retard, il faut que le dessin soit bien, à la hauteur, relativement vite, surtout qu'en général on n'en fait pas forcément qu'un seul, et puis moi j'ai pas qu'un seul client, j'ai pas que Magic, donc je dois mener plusieurs choses de front. Donc à la fois, dans ce souci d'efficacité, on peut justement être tenté de toujours, allez, ok, je colle au brief, je réfléchis pas, j'y vais en pilote automatique, et puis c'est justement là qu'on peut vite se perdre un peu dans son expression artistique. Donc justement, en effet, il faut, parce que quand on travaille pour ce jeu, si on prend un peu le temps de s'immerger dans l'extension, parce que dans le guide dont je vous parlais tout à l'heure, le guide de référence, on nous donne aussi un peu des éléments d'histoire pour qu'on puisse comprendre et s'immerger un minimum dans le set à venir. Et donc, si on ne se laisse pas le temps de s'immerger un peu, d'essayer de s'imaginer, de se faire un peu ses films dans la tête, et ben, je pense que les illustrations parfois peuvent en pâtir aussi. Alors, ce sera toujours bien, on est des professionnels, on fait des choses qui tiennent debout, mais je pense que parfois il va y avoir des sets où on va avoir eu une grosse affinité parce qu'on était bien dedans, on était bien dans l'univers, on se l'imaginait, on se faisait un peu nos films, on était plus créatif quelque part. Et puis les sets où pour une raison ou pour une autre, on était un peu plus à côté, et puis bon, allez, je fais ça, mais on le sent moins, mais ça arrive, c'est tellement intense, ça ne s'arrête jamais en fait, c'est-à-dire que Magic, c'est toute l'année. Et le rythme s'est accru, c'est-à-dire que là où avant, pendant les premières années où je travaillais pour Magic, c'était un set après l'autre, et sur chaque set, on avait 2 ou 3 vagues d'illustrations, donc on avait le temps de s'installer dedans, on avait le temps. Maintenant, c'est très différent parce qu'il va y avoir les sets, il y en a un peu plus quand même qu'avant, mais en plus, il y a les Universe Beyond, où il va y avoir des commandes qui vont tomber comme ça un peu d'ailleurs, quelque part. Et moi, en plus, je fais aussi des boîtes, du marketing pour Magic, donc ça, c'est encore des commandes assez différentes. Donc oui, c'est intense. Et donc dans cette intensité-là, mais comme je dis toujours, c'est-à-dire que quand on fait de l'illustration à ce niveau pour ce genre de compagnie, mais on est des sportifs de haut niveau de la tête. Il faut tout le temps trouver des idées, il faut trouver des solutions. Et puis, quand on travaille sur Croise-Tonnerre, c'est pas la même chose que quand on travaille sur la maison hantée d'Uskmorn, je sais pas comment ils l'ont appelé, quoi. C'est vraiment pas la même ambiance. Et des fois, on a des affinités moindres, parce que par exemple, moi, tout ce qui est la sphère un peu, par exemple, horrifique, comme le set qui est sorti récemment, là, pour moi, c'est un peu plus difficile. Ah oui. Là où, par exemple, je sais pas, je suis très à l'aise, moi, dans les sets classiques, je suis très à l'aise. C'est-à-dire que Dominaria, dans Kaladesh, je suis très à l'aise, dans Zendikar aussi. Mais après, il va y avoir des choses un peu plus funky, quoi, et qui sont pas forcément. On a tous une zone de confort, hein, on n'est pas spécialiste de tout, c'est pas possible. Et donc, ça demande un gros travail d'adaptation pour pas que votre illustration soit décalée ou bizarre. Mais après aussi, on est aidé par les directeurs artistiques qui sont chez Magic de très bons directeurs artistiques qui connaissent les illustrateurs et qui savent cerner là où on est bon et là où c'est plus dur. Ils adaptent aussi, on ne nous donne pas les illustrations totalement au pif. Ils s'adaptent un petit peu à notre profil aussi. Moi, c'est clairement Kaladesh. Oui, Kaladesh a été un pivot déjà pour moi. Dans le Kaladesh, j'ai eu la Chandra Torche de la Défense, qui est une carte qui a changé énormément de choses dans ma visibilité chez Magic. Enfin, ça a été une explosion d'un coup. J'ai senti qu'il y a eu un basculement à partir de ce moment-là. Et en plus, parce que moi, sur Kaladesh, j'ai eu beaucoup de cartes. Alors, elles ne sont pas toutes connues comme la Chandra, mais j'en avais beaucoup. Et alors, moi, là-dedans, j'étais vraiment au paradis. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé que ce qu'ils avaient fait pour Kaladesh, c'était nouveau, c'était d'un goût exquis, c'était
C'était beau, c'était moderne. Ils avaient un peu mélangé l'art nouveau avec le steampunk, avec la culture indienne. C'était sublime. Ouais. J'ai adoré travailler pour Kaladesh parce qu'en plus, voilà, c'est très coloré. Moi, j'adore dessiner les ethnies chez les personnages. Et donc là, j'étais servie. Les personnages étaient tous plus beaux les uns que les autres. Donc moi, Kaladesh, ça reste vraiment... Et pourtant, j'en ai fait depuis. Mais c'est toujours celui-là qui me vient en tête en premier. Disons que je pense que pour le moment, ce serait difficile que les opinions ne soient pas tranchées parce que il faut quand même bien admettre que l'intelligence artificielle générative pour l'illustration n'a fait que piller ce qui existait déjà. Et ça, je trouve que soit ce n'est pas su par le public, ou soit c'est fortement sous-estimé en termes de gravité. Je pense qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile pour quiconque a un jour créé quelque chose, que ce soit picturalement, musicalement, écrit, à l'écriture également. Il n'y a que les gens qui ont un jour créé quelque chose, mais même pas à grand niveau, qui peuvent comprendre à quel point c'est absurde. L'intelligence artificielle peut vraiment, je pense, aider l'humanité, s'il faut le dire comme ça. Mais aider l'humanité dans des domaines où l'humanité a besoin d'aide. Certaines technologies, certains domaines de recherche scientifique très poussés, peut-être la médecine, peut-être l'écologie, des choses comme ça. Je ne vois pas ce que vient faire l'intelligence artificielle dans le seul domaine humain à quel moment on a besoin qu'une machine crée à notre place. Il faut être clair. La création, l'imaginaire et tout ce qui va avec, c'est ce qui a sorti l'humanité de la barbarie. Puis le temps des cavernes. Et c'est également ce qui sauve quand même beaucoup de gens de devenir complètement cinglés. Le problème, c'est que là, quand on parle de ce sujet-là, quand on a suffisamment de cortex, on comprend très vite pourquoi on arrive toujours sur des domaines philosophiques. Parce que c'est hautement philosophique. L'art, pourquoi est-ce qu'une personne va se mettre à créer des choses et pourquoi ça va résonner chez d'autres personnes, ça me dépasse qu'une certaine partie du public qui est absolument à genoux devant l'intelligence artificielle juste parce que c'est tellement moderne et parce que c'est nouveau, c'est merveilleux, ça me dépasse qu'on ne puisse pas faire entendre ça aux gens. On n'a pas besoin de remplacer l'humain dans un des rares domaines de la vie d'un humain qui est agréable, constructif, parfois salvateur, et qui en plus va nous permettre de partager avec nos semblables. On est quand même dans des sociétés, les sociétés occidentales modernes, dont celles qui plongent tête première dans ces trucs-là, des sociétés qui isolent beaucoup, qui individualisent énormément, ou plus que jamais, on a besoin de construire des ponts entre nous et de communiquer. Que vient faire l'intelligence artificielle là-dedans? Et le pire en plus, c'est que, de par sa nature même, l'intelligence artificielle, on le voit déjà, produit des choses qui se ressemblent toutes. Mais c'est normal, puisque de par sa nature même, la bête, entre guillemets, ne peut que se nourrir d'elle-même. Une fois qu'elle a pris la vraie création humaine, l'a digérée pour sortir, donc ces visuels, ces machins, maintenant elle va commencer à se nourrir d'elle-même. Et donc, voilà. Alors oui, ça donne des choses qui sont foisonnantes, réalistes, colorées, flatteuses à l'œil. C'est du gros popcorn avec du caramel dessus, je suis désolée. Et en plus, là ça touche à l'absurde, il va y avoir des gens, on en voit sur Instagram, moi ça me laisse terriblement perplexe. On voit des comptes Instagram de gens où ça se voit que c'est l'IA. Malheureusement, le grand public est un peu naïf et je suis désolée, il manque un peu de culture artistique parfois et n'arrive pas à voir que ce sont des IA. Mais je ne dis pas ça de façon élitiste. On voit donc fleurir un nombre incalculable de profils Instagram
remplis d'images générées par intelligence artificielle. Ces fameux profils d'Instagram, qui sont remplis d'images générées par intelligence artificielle, qui peuvent être très impressionnantes, si on regarde les libellés en dessous, où l'artiste, en mettant des gros guillemets, vous voyez, j'en mets partout des guillemets comme ça, va écrire souvent en dessous peinture de quelque chose représentant ceci. C'est quand même curieux pour une technique qui est si formidable et tellement révolutionnaire que la première chose que s'empressent de faire les pseudo-créateurs, c'est de ne pas se vanter, de surtout pas se vanter que ce soit cette technique-là. Qu'est-ce que ça montre en réalité? Que les gens ont quand même une conscience que la valeur du résultat final, quel qu'il soit, est quasi nulle, en fait. À partir du moment où vous dites à votre audience c'est de l'IA, ça perd absolument toute valeur puisque tout le monde peut le faire. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire que dessiner un arbre ou un personnage correctement, ça demande un peu de temps. Ah oui, c'est terrible. Ça demande un peu de temps, ça demande un petit peu d'entraînement. Mais à la fin, le mérite est tout à fait différent. Et la façon dont le public va le recevoir n'a absolument rien à voir. Donc, s'il y a cette espèce de honte un petit peu sourde à dire que c'est de l'IA, c'est la preuve même qu'il y a un problème avec ça. C'est la preuve. Et encore une fois, les dessinateurs, je parle pas, parce que vous savez, c'est ça aussi le problème. Moi, je me souviens quand ça a commencé à émerger, et je pense que ça en raconte beaucoup, ce genre d'anecdote, quand l'IA générative a émergé, moi j'ai des collègues qui n'avaient rien demandé, qui commençaient à recevoir des MP du genre, je cite, et je n'exagère pas la citation, de gens qui leur écrivaient pour leur dire « Alors, ça fait quel effet de savoir que vous allez bientôt mourir de faim ?» D'une idiotie absolue, parce que, imaginez, j'aimerais bien que les personnes qui ont cette espèce, vous savez, de posture par rapport à l'IA, oui, mais de toute façon, c'est l'avenir, c'est machin, attention, parce que, à force d'écrouler comme ça tous les bastions humains, à force d'enlever aux humains, aux vrais, toute possibilité d'avoir des professions variées, parce que ça touche plein de trucs, ça touche pas que les dessinateurs, ça touche les comédiens de doublage, ça touche même les comédiens tout court, écrivains, journalistes, j'en passe et des meilleurs. Si les gens veulent, dans l'avenir, un monde où on n'aura besoin d'eux que pour faire des boulots, merdiques, de petites fourmis, alors que les grands pontes s'enrichiront à mort avec leurs IA merveilleuses et modernes, ben je leur souhaite bien du plaisir. Seulement le problème, c'est que pour ça, comme pour tant d'autres choses, les gens, tant que ça les touche pas eux, tant que ça touche pas leur boulot, leur façon de penser, leurs valeurs, ça n'existe pas et c'est pas un problème. Moi, je pense que c'est un problème si on continue dans cette voie à vouloir mettre de l'intelligence artificielle là où elle n'a rien à faire et là où les humains le font très bien, de façon beaucoup plus subtile, sophistiquée, avec en plus, quand même, il me semble, ce mérite merveilleux, comme je le disais, de pouvoir communiquer quelque chose aux autres. Vous avez envie, vous, de voir des films où ce sera plus jamais des acteurs, des vrais, qui auront à un moment donné performé? Vous avez envie d'entendre des musiques où il n'y aura pas un mec derrière capable d'aligner 3 notes sur une partition, sur une guitare, machin? Parce que, attention, ça a déjà commencé sur des niveaux qu'on n'imagine même pas. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui sortent des disques, qui s'intitulent chanteurs et tout, vous les entendez en live, il n'y a plus personne. Tout ça, ça a été lénifié, corrigé par intelligence artificielle, et qu'est-ce que ça donne? Une surproduction de daube. Donc, je dis les choses telles que je le pense. Pour moi, l'intelligence artificielle générative, notamment dans le milieu artistique, c'est une activité et une solution pour les fainéants, les idiots et les crédules. Pour le moment, je ne vois que ça. Au tout début, où il était question de l'IA générative, nous-mêmes artistes, on se disait, peut-être que ça va nous ajouter un outil un peu un outil un peu spéculatif. C'est-à-dire, vous entrez un thème, un truc, et vous voyez ce qu'une intelligence artificielle, avec les rendus qu'ils avaient à l'époque, des choses un petit peu plus abstraites, un petit peu plus chelous, on va dire,
en sortez et peut-être que votre œil va y voir des formes, des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé, que vous allez intégrer dans votre dessin. Mais en un rien de temps, c'est devenu tout à fait autre chose. C'est devenu la cour de récré des gens qui voulaient se faire passer pour des artistes sans vouloir passer 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 1 mois à apprendre une nouvelle compétence et à travailler un peu. Attention, hein, travailler et apprendre, c'est pas des gros mots. C'est la seule chose qui nous garde à l'abri de l'abrutissement intellectuel. Okay. Ce que ça risque de faire maintenant, ça va faire des gens complètement passifs, qui vont être comme ça, qui vont attendre que ça sorte. Super, je suis trop fort, j'ai rien fait, c'est la machine qui a tout fait, mais je suis trop fort. C'est d'une tristesse. Ça fout les jetons. Ça, je trouve que ça fait peur. Ouais. Et en plus, ça prend de la ressource, de l'énergie électrique ou ce que vous voulez, là où on pourrait tellement utiliser ça à meilleur escient, et y compris pour des applications d'intelligence artificielle beaucoup plus utiles. Foutez-nous la paix avec ça. Et quand je dis nous, je ne parle pas de nous, artistes, je parle juste des gens, des créatifs, de ceux qui lisent les livres aussi bien que de ceux qui les écrivent. Vous voyez quoi, laissez ça tranquille. On n'a pas besoin de vous là. Voilà. Okay. Donc, mon opinion, c'est